bienvenue au plateau. Donc voilà, notre public vous voit, vous attendez. Ça va? Oui, Ça va. ça va très bien pour l'instant. Soyez pas stressés, hein, tout va bien se passer. Non, mais On est juste entre nous, on prend le petit café. parfait, Vous avez bu parfait. un petit café? C'est lui. Oh non, non, là, je pense qu'on est deux Ah, entre nous, franchement. Est-ce que votre équipe d'Albakin vous a un peu mis la pression? Euh, Ils m'ont effectivement averti qu'on me cherchait hier. Du coup, je me sentais un peu Ah, traqué. comment ils vous l'ont dit? Parce qu'on est curieux quand même. Ah, ils m'ont juste dit que quelqu'un de votre équipe est passé sur le stand et a demandé si j'étais là. Donc, Parce qu'on est désolé, parce on est allé faire un petit tour pour que les personnes nous écoutent, comprennent. Hein. On est allé faire un petit tour et par hasard on est tombé sur votre stand. On s'est dit tiens, on va peut-être dire bonjour à Emmanuel justement pour qu'il se sente plus à l'aise demain. Et vous n'étiez pas là. Et du coup on a commencé à créer des histoires. On dit oui, vous direz bien à Emmanuel qu'il y a deux hommes en noir qui voulaient lui parler. ah non, j'avoue, ils n'ont pas osé. Et après votre camarade s'est rendu compte que peut-être que ça allait un peu trop vous stresser. Ils connaissent Non, bien à force. Ah, mais tout va bien se passer. Du coup, donc déjà, comme ça commence un peu à bio. Donc, effectivement, donc vous êtes un des fondateurs du site d'Albakin. Et à la base, c'est vrai qu'on vous avait invité pour présenter vos ouvrages. Donc peut-être vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur votre parcours, en fait. Parce que je pense qu'il est un peu... il y a le côté un peu Albakin, il y a le côté aussi autour de l'écriture. Et vous avez aussi une vie à côté ou avant Albakin. Donc je vous laisse la parole. Oui, bah en fait, moi je suis pour rester le prolongement des Imaginales, bah, c'est vrai que moi c'est aussi, je suis d'abord venu en tant que, on va dire, amateur, parce que bah, la fantasy c'est un genre littéraire, c'est le premier genre littéraire, je pense, qui m'a passionné à l'adolescence. Et après, bah, c'est resté quelque chose euh, donc, que je lis très régulièrement. Donc ben, c'est aussi de cet attrait pour la fantasy que... Vous avez commencé avec quel livre en fantasy, si vous Ah, vous souvenez? oui, oui, je me souviens. Bah, après, très jeune, j'étais déjà sensible à ce genre de récits comme ben, Nils Holgersson, tout ça, donc des choses un peu, pas forcément fantasy, mais qui peuvent déjà être liées à l'imaginaire. Et puis après, bah, c'est vrai que je crois que c'était en sixième, j'avais découvert la même année Dune et Le Seigneur des Anneaux. Ok. Donc ça faisait beaucoup. Et après, bah, c'est vrai que j'avais dévoré tout ce qui était à ma portée, les pockets de l'époque, Elric, Eddings, tout ça, avant bah, petit à petit de suivre aussi l'évolution du genre et des parutions. Donc c'est vrai que... Vous avez commencé dans les années 2000, hein, c'est bien ça Oui, oui, ouais. c'est gentil. Un petit peu avant, on va dire, mais après, c'est vrai que le site bah, Albakin, lui, est né effectivement en l'an 2000, donc ça fait déjà 21 ans, mais il est né de ma passion et de la passion de mes camarades déjà à l'époque, justement pour le genre de la fantasy. Justement, Tolkien, à cette époque, il n'était pas encore très connu, en fait. Il n'y avait pas encore eu... Donc quand vous avez commencé à le lire en sixième, Le Seigneur des Anneaux, si je ne me trompe pas, le film n'avait pas encore Non, non, existé. j'aurais bien aimé, parce que du coup, je serais plus jeune, mais non, non, effectivement, il n'était pas encore sorti, et c'est vrai que bah, on a vraiment vécu bah, l'explosion de la trilogie, bah, que ce soit au niveau même, enfin voilà, c'est un peu entré dans la pop culture, on va dire, de toute une génération. En plus, c'était en même temps que les Harry Potter. Ah oui, c'est vrai. Donc, au niveau cinéma, oui, il y a vraiment eu une vague au début des années 2000 où on a senti justement bah, un renouvellement peut-être du lectorat et bah, des gens qui ne connaissaient pas du tout, bah, ne serait-ce que effectivement Tolkien, qui se sont voilà, intéressés aussi à ce qu'il a produit et on va dire à ses héritiers et ses héritières. Et, et voilà, et du coup, bah, après, ça évolue au fil des ans. Moi, je suis aussi donc traducteur. À la base, c'est ça mon métier. Et bah, à force de lire les livres des autres, c'est vrai que j'ai aussi envie d'écrire mes propres histoires. Donc ça, c'est le cas depuis maintenant 5 ans. Donc, Vous avez écrit combien de romans, si vous savez? bah là, oui, donc celui-ci, je sais pas si on le voit, donc Chouchara, là, c'est qui vient de sortir chez Scrino, c'est le 7e. Ok.
Donc ça commence à faire, en fait. C'est un rythme assez soutenu. Mais Ouais, voilà, c'est... parce que j'ai remarqué qu'effectivement, ils sortent quasiment un par an. Le rythme il est assez rapide. Oui, après, c'est aussi un concours de circonstances, hein. Je n'arrive pas forcément à écrire 2 romans par an, avec en plus la traduction qui reste bah, mon métier, on va dire, enfin, celui qui paye les factures. Voilà, c'est aussi une histoire de planning entre éditeurs. C'est pour ça que parfois 2 livres se retrouvent à apparaître la même année, mais heureusement, j'ai pas été obligé de les écrire en parallèle en même temps, quoi, enfin, forcément. Mais c'est vrai que oui, pour l'instant, je touche du bois. Bon, pas longtemps. Mais parce que c'est vrai que ça se passe plutôt bien, donc j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Vous pouvez effectivement montrer les couvertures des Oui, deux ouvrages que vous avez avec vous? donc là, comme je disais, Chouchara, qui est une espèce de, on va dire, de fable écologique qui traite aussi d'immigration, voilà, et quel sera l'avenir de notre terre, on va dire, parce que du coup c'est vraiment ancré dans notre monde, c'est de l'anticipation, on va dire. Donc chez Scrinéo. Et puis Sébastopol 1922, donc chez L'Homme sans nom, qui est là un recueil de nouvelles qui peut se lire comme un roman, parce qu'il y a un fil rouge entre les textes, que ce soit les personnages ou les lieux, etc. Dans un registre plus uchronique, un peu steampunk, qui est un melting pot, on va dire, de tous les genres. Il y a un peu de SF, un peu de fantastique, donc ça peut toucher pas mal de monde, je pense. Ceci, par rapport à Ah. Chouchara, ouais. Là, justement, effectivement, ces aspects, on va dire, écologie et immigration sont assez, commencent tout doucement aussi à être portés sur la voie publique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre aussi de scientifiques qui interpellent aussi, d'autres scientifiques et de chercheurs, qui interpellent sur l'influence aussi des changements climatiques par rapport au flux migratoire. Et on voit déjà donc en Occident, on peut dire, donc en Europe ou qu'aux États-Unis ou même au Japon, qu'il y a vraiment ces questions d'immigration déjà provoquent des débats assez vifs. Et on peut parfois aussi s'interroger sur la manière dont, justement, de la non-anticipation, on peut s'interroger oui, sur la manière dont une société peut gérer des flux si les catastrophes annoncées se réalisent. Et du coup, c'est un peu ce que vous souhaitiez porter comme réflexion avec cet ouvrage ou... Oui, oui, c'est vrai qu'avec avec mon co-auteur Anselme Hochkorn, donc du coup, c'est des questions qui effectivement nous intéressent aussi, on va dire en tant que citoyens, tout simplement, et qui sont vraiment d'actualité pour le coup. Et c'est vrai qu'on a été, on avait envie de traiter aussi de ça, parce que l'anticipation, ça s'y prête bien. C'est un registre, forcément, c'est plus ancré, on va dire, dans une certaine réalité que, je sais pas, un space opéra. Et du coup, c'est vrai que ça nous tenait à cœur. Et c'est vrai que là, on inverse un peu le, le parcours classique, puisqu'on suit une jeune Française, même si, qu'est-ce que la France dans 50 ans, mais qui, elle, justement, part pour l'Afrique, où se trouve la seule ville qui est encore un peu un phare, on va dire, pour la civilisation. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un roman finalement assez dur, parce que l'éditeur le recommande à partir de 15 ans quand même, donc Ah oui. c'est pas jeunesse, disons. Moi-même, je ne le donnerais pas à lire à quelqu'un de 12 ans, et encore, sauf si c'est une grande lectrice ou un grand lecteur. Mais voilà, c'est sûr que c'est des thématiques forcément assez dures, assez contemporaines, et qui, voilà, qui, je pense, qui nous touchent quand même toutes et tous. Et d'habitude, vos autres romans, ils se destinent à quel public en fait? Un public jeunesse, un public adulte, un public... C'est très variable. Enfin, c'est quand même plutôt adulte, hein. En jeunesse, à part celui-ci, j'en ai écrit qu'un aussi chez Scrinéo, dans un registre beaucoup plus léger, hein. C'est une histoire de fantôme à Montréal, donc c'est quand même très. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, en général, j'évolue, on va dire, dans un registre plus adulte, que ce soit avec Sébastopol ou les romans que j'ai publiés chez Critique, par exemple.
Donc l'Empire du Léopard ou la Piste des Cendres, c'est de la fantaisie. Enfin, il y a toujours toujours on va dire un vernis historique parce que à la base je fais des études d'histoire. Bon, plus marqué dans Sélestopol puisque Sélestopol c'est vraiment uchronique. Et dans les autres, on est dans un contexte voilà, qui s'inspire de l'histoire, mais qui n'est pas notre histoire, on va dire. Et en revanche, oui, c'est des thématiques souvent assez lourdes. Dans l'Empire du Léopard, par exemple, c'est la colonisation. Voilà, c'est des textes assez, qui peuvent être assez sombres. Donc oui, en général, c'est un public plutôt adulte. Alors, je vais vous poser une question un peu plus générale. Là, justement, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que fondateur du site Albekin, donc vous observez quand même de la fantasy, la science-fiction depuis maintenant quand même plus de 20 ans. Et, hum, et en particulier, est-ce que vous observez, on va dire, quelques grandes lignes d'évolution, par exemple, dans la fantasy, au- peut-être en termes d'écriture, ou en termes de lectorat, ou en termes aussi de personnes, de transformation des écrivains aussi peut-être, ou de thématiques. Bon, ça, je sais la question est assez large, donc je vous laisse Ah piocher oui, là où vous vous sentez un peu à l'aise, oui, oui, bah mais, forcément, en 20 ans, on s'aperçoit quand même d'une certaine évolution. Maintenant, c'est vrai que j'aurais tendance à penser que les lecteurs, en général, enfin, c'est ce que me disait un éditeur il n'y a encore pas longtemps, en fait, il y a une recherche d'originalité, mais dans les faits, quand on regarde après les chiffres de vente, par exemple, bah, c'est pas forcément les ouvrages les plus originaux qui marchent le mieux. Donc après, c'est toujours pareil, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que les gens ont vraiment envie d'originalité? Ou est-ce que c'est plutôt le côté rassurant de vivre toujours les mêmes, enfin souvent les mêmes histoires? Parce que si on prend le registre de la fantasy épique, c'est quelque chose quand même de très codifié avec une quête, un groupe de héros. Alors après, on peut essayer de faire un pas de côté pour apporter quelque chose de différent. Mais c'est vrai que pour les lecteurs qui ont grandi avec, je sais pas, moi, des auteurs comme Feist ou même Eddings que je citais tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même un biais qui fait que voilà, des récits de fantasy épique, on sera peut-être plus tolérant, même si c'est un peu toujours la même chose, etc. Donc c'est parfois difficile de faire vraiment original et de rencontrer le grand public, on va dire. Maintenant, l'évolution, oui, oui, je pense qu'il y a des thématiques plus actuelles, plus d'autrices aussi, ces dernières années. Donc c'est une évolution quand même, heureusement, bénéfique. Euh, est-ce que vous pensez aussi qu'on peut dire, pour le grand public en tout cas, que les lecteurs découvrent les ouvrages de fantasy d'une autre manière? Alors, je vais bien formuler la question, dans le sens que, par exemple, vous-même en tant que lecteur, ou moi-même, ou les personnes présentes sur le plateau, souvent on a découvert des ouvrages de fantasy, par exemple en librairie, en bibliothèque, ou par le bouche à oreille. Et au contraire, maintenant, c'est un peu ma question, mais est-ce que vous pensez que le lectorat le découvre aussi beaucoup plus, maintenant aussi par le biais de séries, ou même de jeux vidéo, ou de films? Est-ce que ça s'est pas un peu inversé la manière dont on découvre Ah bah c'est clairement une des tendances aussi, hein. C'est vrai que si on prend l'exemple évidemment par exemple en série de Game of Thrones ou en jeu vidéo de The Witcher, il y a plein de gens qui sont venus à lire, à découvrir les romans parce qu'ils ont d'abord joué au jeu ou regardé la série. Après, je participais hier justement à une table ronde sur Game of Thrones et un des constats aussi qu'on faisait, c'est que souvent ce nouveau public en fait reste très ils ont découvert par exemple The Witcher, ils ou elles vont lire les romans du sorceleur, mais ils vont s'arrêter là en fait. Ça va être, ils auront aimé ça ou pas, mais je veux dire, ça va pas forcément c'est très difficile en fait, à part pour justement une petite fraction, mais globalement c'est quand même très difficile pour des gens qui ont été attirés avant tout par un support, donc là mettons le jeu vidéo, de les amener à autre chose après. En général, c'est un phénomène qu'on avait déjà vu avec l'épée de vérité, par exemple, de Terry Goodkind. Passé un temps, il y a des lecteurs qui en fantasy ne lisaient que ça. Ça leur suffisait, ils avaient un tome par an. Et Oui, c'est vrai qu'ils sont assez massifs. en plus, voilà. J'en ai lu plusieurs et oui. Mais après, ça les poussait pas forcément à découvrir de nouvelles plumes, etc. Donc c'est un peu dommage, mais ça
c'est très difficile, hein, même à l'époque du Seigneur des Anneaux, il y a eu une marée de nouveaux lecteurs, mais tous sont pas devenus des aficionados du genre Vous, sur la durée. vous voyez la personne avant vous, donc Jean-Claude Dunac, et on parlait aussi justement de Tolkien et de R. R. Martin, et il disait que ce que lui il a observé, c'est que les personnes vont lire, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, ou ils vont lire Game of Thrones, mais pas les autres, pas les autres ouvrages de ces auteurs. Est-ce que vous faites un peu le même constat ou... Oui, oui, non, mais tout à fait. C'est vrai que on a vu ça avec Martine. Quand la série a vraiment, on va dire, explosé, et que du coup les ventes des livres du Trône de Fer ont explosé aussi, on a vu beaucoup d'éditeurs essayer de piocher dans la bibliographie de l'auteur, et en mettant même des bandeaux par l'auteur de Game of Thrones, voilà, etc. Évidemment, hein, autant en profiter. Mais ça s'est pas forcément traduit par des ventes. Donc c'est vrai que il y a même deux filtres, hein. Non seulement ces nouvelles lectrices ou nouveaux lecteurs vont pas forcément vers d'autres auteurs, mais en plus, effectivement, ils lisent même pas forcément les autres ouvrages de l'auteur. Donc c'est effectivement un nouveau public qui peut permettre aussi à l'éditeur, forcément, de publier peut-être autre chose grâce à au succès de ces parutions-là. Mais après, pour que ça perdure, c'est vrai qu'il faudrait que les lectrices ou les lecteurs lisent aussi les autres choses publiées à côté, parce que sinon, au bout d'un moment, une fois la série terminée, lentement, ça va diminuer. J'ai encore une question pour vous. Alors, je ne sais pas si Belfine est encore là. Donc, c'est une de nos auditrices fidèles qui nous suit depuis un moment et qui fait un mémoire justement sur l'édition autour du jeu vidéo. Et donc ma question, elle sera un peu là autour, c'est que d'un côté, là, on a parlé justement d'ouvrages qui ont ensuite été adaptés en film ou en jeu vidéo. Mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire il y a aussi des jeux vidéo qui ensuite ont été adaptés en livre. Donc je pense à Assassin's Creed. Il y a aussi, bon, les autres m'échappent, un jeu de FPS très populaire chez les plus jeunes. Bref. Et du coup, et ma question, ouais, c'est est-ce que ça, justement, est-ce que vous pensez, je sais pas si vous avez déjà observé un peu ce phénomène, vous réfléchissez un peu chez Elbakin aussi sur sur ce type de livre. En fait, c'est des espèces de livres d'art. Vous voyez ce dont je parle? C'est du coup des très beaux livres, justement issus du jeu vidéo. Du coup, est-ce que vous avez un peu une opinion dessus ou est-ce que vous voyez un peu ça comme une tendance aussi ou... C'est-à-dire que c'est vrai que le succès aidant, alors après, c'est vrai qu'il y a deux choses différentes, hein. Il y a ce qui peut être artbook, effectivement. Et puis vraiment, les romans dérivés, c'est vrai qu'il y en a eu de Assassin's Creed. World of Warcraft aussi, Oui, ouais, bien sûr, ou même BioShock, je crois qu'il y en a eu deux ou trois. Voilà, après, ils sont de qualité, on va dire, diverses. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit. En fait, ça illustre le poids des licences. Une fois, non, j'étais pas directement, mais on m'a parlé. J'avais un ami qui tenait un stand à Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Et donc, il tenait le stand, je crois, de la librairie. Il tenait le stand Brajlon, justement. Et en fait, il y avait des enfants qui passaient. Et ils ont vu deux couvertures avec un assassin à capuche dessus. Il y en avait un, c'était un livre original. Donc, enfin, on va dire un roman classique. L'autre, c'était un roman Assassin's Creed. Ils ont pris le Assassin's Creed parce qu'ils connaissaient déjà le jeu vidéo. Donc, pour moi, c'est l'illustration, oui, du poids des licences et comment on peut les retrouver, du coup, de support en support avec un côté transmédia qui, maintenant, c'est vrai qu'une œuvre, elle peut être aussi pensée pour essayer de toucher tous les supports à la fois. Mais en fait, cet aspect transmédia, donc vous allez me dire si j'ai tort dans ma vision, mais on dirait qu'elle est vraiment très intégrée dans l'univers du jeu vidéo. C'est vraiment que l'éditeur du jeu vidéo, lui, va vraiment penser le jeu vidéo, le livre, les déclinaisons, pourquoi pas l'adaptation en film. Mais au contraire, les éditeurs semblent avoir un peu du mal, ou certains éditeurs, à se projeter tout de suite dans du transmédia.
C'est-à-dire, ils vont pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez Euh, me dédire ou. non, non, bah, de toute façon, ça sera que mon avis, hein. Bah, après, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même de plus en... Enfin, je trouve, il y a en tout cas quelques éditeurs qui cherchent notamment, je pense, du côté de la BD, à essayer Ouais. d'adapter des univers. Chez Soleil notamment. Ouais. Oui, oui, bah, chez Soleil, ou même maintenant, ça part d'éditeurs, par exemple chez Critique, il y a plusieurs romans, notamment de SF, qui commencent à être déclinés en BD. Et voilà, et je sais que d'autres éditeurs ont des partenariats, où il y a aussi une BD dérivée d'un des romans de Mère Morte d'Aurélie Wallenstein, qui vient de sortir chez Dracou, donc une collection de bambou. Et voilà, donc c'est aussi des passerelles effectivement qui ont tendance à se créer maintenant, mais ça prend du temps. Et puis la BD, c'est quand même un marché aussi très particulier parce que quand ça se vend bien, ça se vend très bien, mais il y a encore plus de concurrence peut-être que dans les romans. Donc, puis il faut trouver, voilà, pour le coup la BD c'est quand même un travail à plusieurs, donc il faut vraiment trouver la bonne équipe Il y a, créatrice il y a une pour. autre tendance aussi. Il y a la déclinaison aussi de livres en manga. Par exemple, je pense aux Montagnes hallucinées qui ont été éditées chez Kyun. Et même chose, c'est quelque chose dont vous parlez un peu aussi dans Helbekin, alors, sur Helbekin ou... Ah oui, bah, les mangas, on en a toujours parlé. Et effectivement, les déclinaisons sur tout support, au moins comme objet de curiosité, ça nous intéresse toujours, hein. C'est quelque chose qui peut aussi apporter un nouveau regard sur une œuvre. Donc, il n'y a pas d'ostracisme, on va dire, à ce niveau. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un objet magnifique. Oui, 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 Elle est magnifique. Ouais. je les ai pas toutes parce que finalement, il y en a quand même plusieurs et elles sortent assez vite, mais à un rythme assez soutenu. Mais oui, c'est de très beaux objets. Alors notre interview est presque finie. Vous voyez, ça s'est passé vite. Effectivement, je n'ai pas vu le temps passer. Là. Du coup, vous pouvez peut-être nous dire aussi un peu votre présence aux Imaginales, si les personnes peuvent vous retrouver. Est-ce que vous êtes présent à des conférences ou à des tables rondes, ou où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors on peut me trouver sur la bulle du livre Place de l'Âtre, donc je crois que c'est vers la basilique, tout ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est la plus petite bulle des bulles auteurs, mais avec il y a pas mal d'auteurs étrangers dessous, donc voilà, on est tous alignés là-dedans. Bon, alors je préviens d'avance, il n'y a pas de chauffage, mais Ah, alors s'il vous plaît, vous pouvez venir justement comme ça, on s'agitera un peu pour signer quelques livres, ça nous réchauffera. Oui, je suis là cet après-midi, demain dimanche aussi le matin. Et j'ai une table ronde demain à 14 heures sur les futurs possibles de l'ASF. Je le reformule très mal, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc pareil sur le Magic Mirror qui est Place des Vosges. Voilà, et après, je serai encore un peu à ma table le dimanche après-midi aussi. Mais voilà, en tout cas, je serai souvent sous la bulle du livre. et on peut aussi vous trouver un peu sur le stand d'Albekin, alors Oui, oui, pour tout dire, je voulais m'y arrêter un petit peu avant, puis je suis venu un peu à la dernière minute, donc j'ai pas eu le temps. Mais effectivement, je compte y passer un petit peu. Aussi, il y a le stand de l'homme sans nom aussi, voilà, du côté de la maison romaine. Donc, comme tous les stands d'éditeurs d'ailleurs, je crois cette année, quasiment. Donc, forcément, j'y passerai aussi. Mais c'est vrai que comme tout est concentré en centre-ville, enfin essentiellement, moi, mon camp de base, on va dire, c'est la bulle du livre, place de l'Âtre. Ok. Alors il nous reste encore de petites minutes. Du coup, j'avais oublié de vous poser une question quand même qui est importante. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours? Est-ce que vous avez commencé un nouveau roman ou des nouvelles ou c'est top Euh, secret? oui et non, oui et non. Bah là, en fait, je suis, comme je vous disais, je suis très occupé aussi par la traduction, du coup, parce que je suis un des deux traducteurs du livre des Martyrs de Steven Erickson aux éditions Léa. Et c'est vrai que là, en ce moment, je viens de terminer un manuscrit. Mais pour le coup, je peux pas trop en parler parce que Ah, bien sûr. l'éditeur veut l'annoncer le mois prochain seulement. Parce que bon, c'est le mois de l'imaginaire en octobre et il y a déjà beaucoup d'annonces, beaucoup d'animations, donc il préfère décaler un petit peu ça. Et puis là, je suis surtout encore dans la sortie de ces deux ouvrages-là que je vous montrais tout à l'heure, parce que notamment le Scrinéo vient de sortir le mois dernier, donc c'est encore tout frais.
Et puis, j'espère revenir notamment à l'univers de Célestopol, si on va dire le succès se confirme, pour peut-être un troisième volume, parce que vraiment c'est un univers qui me tient à cœur, puis j'aime beaucoup l'exercice de la nouvelle. Donc après, voilà, c'est toujours plus difficile, hein, c'est un handicap par rapport au roman. Oui, il y a quand même encore quelques réticences par rapport à ça. Mais moi, c'est un exercice qui me plaît. Et puis, même en tant que justement, sur le plan technique, on va dire, de l'écriture, c'est toujours intéressant, je trouve, d'essayer de raconter une histoire avec. De lui apporter une finalité avec une économie, on va dire, de moyens et de. Ouais, c'est un exercice quand même assez particulier, la nouvelle. Et alors, on retrouve aussi, recommence à être valorisé parce qu'on voit aussi la difficulté d'écrire une nouvelle. Parce que souvent, on peut se dire, tiens, une nouvelle, c'est court, en fait, c'est extrêmement compliqué, justement, en 20-25 pages, de condenser Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'histoire. il faut trouver déjà la bonne longueur. Il faut qu'elle s'arrête au bon moment, la nouvelle, hein, parce que parfois ça peut s'arrêter un peu trop tôt, un peu trop tard. Mais c'est vrai que voilà, c'est un exercice intéressant, ne serait-ce que pour essayer de toucher le lecteur ou la lectrice au cœur en un minimum de pages, en fait. D'accord. Bah alors, écoutez, Emmanuel, merci beaucoup du temps que vous nous avez Mais de rien, accordé. c'est un plaisir. C'est très sympa. Et saluez aussi vos amis aussi d'Albékian. Voilà. Et voilà, qui ont été très sympathiques avec nous aussi. Ah, Donc, mais passez-leur le j'espère, bonjour. j'espère. On essaiera de